Bonjour et bienvenue, vous êtes bien sur Croisée des chemins. Alors comme d'habitude, je vous rappelle que vous avez la possibilité de me laisser votre mail afin de garder contact en toute liberté. Surtout, n'hésitez pas, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bien, sans plus tarder, nous commençons avec une mise à jour sur la mise en accusation de Trump. L'affaire est à présent entre les mains du Sénat concernant la destitution. La Chambre a déposé l'article de mise en accusation lundi. Biden a déclaré à CNN que le procès pour mise en accusation doit avoir lieu, mais il ne pense pas que Trump sera condamné. Une trentaine de sénateurs républicains ont exprimé leur opposition au procès de destitution, soit parce qu'ils étaient en désaccord avec l'accusation elle-même, soit parce qu'ils étaient en désaccord avec la mise en accusation de Trump après qu'il ait quitté ses fonctions. Le sénateur Rand Paul appelle cela une imposture anticonstitutionnelle et il dit qu'il imposera un vote sur la question de savoir si le Sénat peut organiser un procès d'un simple citoyen. La Constitution américaine stipule que le président de la Cour suprême doit présider le procès de destitution du président des États-Unis. Mais comme M. Trump n'est plus président, le président de la Cour suprême, John Roberts, a pu légitimement refuser ce rôle. Schumer a déclaré que Roberts a choisi de ne pas présider la mise en accusation, ce qui place le plus ancien démocrate et sénateur, Leahy, en première ligne. Le sénateur Leahy a déclaré qu'il ne dérogerait pas à ses obligations constitutionnelles et qu'il allait administrer le procès avec équité. Le sénateur Rand Paul, quant à lui, a déclaré que l'unité est le contraire de cette parodie à laquelle nous allons assister et que si nous sommes sur le point d'essayer de mettre en accusation un président, où est le président? Si l'accusé n'est plus en fonction, quel est le pouvoir constitutionnel qui permet de le mettre en accusation? Soulignons que les citoyens privés ne sont pas mis en accusation. La mise en accusation est une mesure de destitution et l'accusé a déjà quitté ses fonctions. Il a déclaré que les démocrates hyper-partisans sont sur le point d'entraîner notre grand pays dans le caniveau de la rancœur comme on n'en a jamais vu dans l'histoire de notre nation. Il a poursuivi, au lieu de faire le travail de la nation avec les nouvelles majorités à la Chambre et au Sénat et au sein de l'exécutif, les démocrates font perdre du temps à la nation dans une vendetta partisane contre un homme qui n'est plus au pouvoir. C'est presque comme s'il n'avait pas la capacité d'exister, sauf en opposition à Donald Trump. Les démocrates, poursuit-il, sont sur le point de faire quelque chose qu'aucun sénateur qui se respecte ne s'est abaissé à faire. Les démocrates insistent sur le fait que l'élection n'est en fait pas terminée et ils insistent donc pour régurgiter l'amertume de l'élection. Un nouveau comité vient de se créer, le comité national patriote Make America Great Again, qui a été déposé auprès de la Commission électorale fédérale. Un homme nommé James Davis de Punta Gorda, en Floride, a été désigné comme trésorier du comité. Mais l'équipe de Trump dit qu'elle n'a pas autorisé le dépôt. En outre, elle n'a aucune connaissance des activités du parti et n'a conclu aucun accord de collecte de fonds avec lui. Le comité Donald Trump dit qu'il désavoue également les activités d'un comité nommé Parti Patriote. Il précise qu'il n'y a pas d'affiliation entre eux et que le parti n'a pas été autorisé par Trump ou par son équipe. Trump, de son côté, fonde un bureau de l'ancien président dans le comté de Palm Beach en Floride. Cette décision intervient alors qu'on se demande comment M. Trump va s'impliquer dans la politique après avoir quitté ses fonctions. Une déclaration du bureau explique que le bureau va gérer la correspondance, les déclarations publiques, les apparitions et les activités officielles de M. Trump. Le bureau aura pour objectif de promouvoir les intérêts des États-Unis et de, je cite, poursuivre le programme de l'administration Trump par le biais de la défense des intérêts de l'organisation et de l'activisme public. Fin de citation. Twitter maintenant. Twitter a lancé sur sa plateforme une nouvelle approche de lutte contre ce qu'il appelle la désinformation. Elle s'appelle Birdwatch.
Pour l'heure, l'expérience est limitée aux États-Unis et elle permet à des utilisateurs volontaires de signaler les tweets qui diffusent les fausses nouvelles. Une sorte de délation organisée, jusqu'ici tout va bien. Ils sont également en mesure d'apposer une note à des publications pour apporter du contenu. Les personnes qui veulent s'y joindre peuvent s'inscrire et voir si elles peuvent y parvenir. Oui, parce que Dark10, un conservateur de droite de YouTube, a essayé de s'inscrire et n'a pas été approuvé. Alors dans l'annonce, l'objectif est de faire en sorte que les gens s'inscrivent et ajoutent des notes. La plateforme utilisera ensuite ces notes et ces commentaires pour, je cite, aider à façonner ce programme et apprendre comment atteindre notre objectif de laisser la communauté des tweeters décider quand et dans quel contexte un tweet est ajouté. Lorsque certaines personnes ont souligné qu'il semblait étrange d'avoir des personnes aléatoires qui surveillent d'autres personnes, Twitter a fait référence à une recherche universitaire montrant les avantages des approches de crowdsourcing pour lutter contre la désinformation. Donc le crowdsourcing, c'est une pratique qui consiste à faire participer des consommateurs ou le grand public à la création d'un produit ou à la réalisation d'un service. Il s'agit d'une sorte de participation collaborative populaire. Twitter a déclaré que de nombreuses personnes estiment que le contexte des tweets aurait plus d'impact s'il provenait de la communauté plutôt que de Twitter ou d'une quelconque institution privée. En fait, cela me fait penser à un livre intitulé L'étoile de mer et l'araignée, le pouvoir imparable des organisations sans leader de Ori Brafman et Rod Beckstrom. Le mouvement Occupy ou Occupy Wall Street. C'est un mouvement international de protestation sociale qui était principalement dirigé contre les inégalités économiques et sociales. Ce mouvement, il est un peu assimilé au mouvement des indignés. Et aux États-Unis, il y a eu pas mal de changements assez efficaces qui sont dus à ce mouvement, qui s'appelle Occupy Wall Street. La particularité de ce mouvement est qu'il n'y a pas de tête identifiée ni de structure hiérarchique organisée. Grâce aux efforts d'individus inspirés qui protestaient contre l'inégalité sociale et économique, le mouvement s'est répandu dans le monde entier. Les auteurs, Ori et Rod, utilisent l'étoile de mer et les araignées pour expliquer pourquoi des mouvements tels que Occupy Wall Street réussissent. Ils disent, si vous coupez une patte d'une araignée, elle est infirme. Si vous lui coupez la tête, elle meurt. Si vous coupez un bras d'une étoile de mer, un nouveau bras pousse. Et le vieux bras peut grandir jusqu'à devenir une étoile de mer toute neuve. Il est surprenant de voir la puissance des réseaux décentralisés. Le livre utilise l'étoile de mer et l'araignée comme métaphore des deux types d'organisations différentes. Vous l'avez compris, l'araignée représente le système centralisé, alors que l'étoile de mer représente le système décentralisé. Elle n'a pas de tête et si un bras est coupé, il lui en repousse un autre et elle continue à avancer. Et parmi les exemples d'étoiles de mer ou d'organisations décentralisées, on peut citer Skype, Wikipédia, Craigslist, le festival Burning Man. Les organisations décentralisées sont tenues ensemble par une idéologie. L'auteur décrit d'ailleurs que l'idéologie est la colle qui maintient les organisations décentralisées ensemble. Le livre dit que les intérêts des systèmes décentralisés est qu'ils sont imparables. Plus il est décentralisé, plus il est imparable. L'auteur Ori écrit « C'est le premier grand principe de la décentralisation. Quand on l'attaque, une organisation décentralisée tend à devenir encore plus ouverte et décentralisée. » Je trouve que c'est assez intéressant. Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a suggéré une norme décentralisée ouverte pour les médias sociaux, en citant une annonce de 2019 lorsque la société a annoncé qu'elle finançait une petite équipe Blue Sky pour créer une telle norme. D'ailleurs, il est tout de même assez intéressant de noter que Dorsey fait pression pour une plateforme alternative à sa propre entreprise. En étant ainsi dans un système décentralisé, les big tech ne seront-ils pas tout simplement intouchables, invisibles, mais
toujours aux commandes bien sûr. Certains établissent des parallèles entre la nouvelle fonctionnalité Birdwatch et le roman 1984, certains affirmant que le logo ressemble à l'œil du roman orwellien, suggérant ainsi que Big Brother regarde. Le directeur et fondateur de Citizens of Free Speech, Patrick Wood, a déclaré que les droits du premier amendement disparaissent sous la censure accrue des Big Tech. Il pense qu'il y a un programme derrière la censure. Il a déclaré dans l'interview qu'il serait presque statistiquement impossible d'attaquer simultanément les 5 éléments du premier amendement, c'est-à-dire la liberté de religion, la liberté d'expression, la liberté de presse, le droit de réunion et le droit de pétitionner le gouvernement pour obtenir une réparation des préjudices, mais cela a changé. Il a déclaré que ces 5 éléments ont été mis en pièces l'année dernière et que l'attaque avait commencé avant cela, probablement il y a 5 ou 6 ans, ajoutant « La liberté d'expression ne tient qu'à un fil et le premier amendement ne tient qu'à un fil aussi ». Il prétend que les grandes technologies se sont concertées pour faire tomber parler en un jour sous prétexte de violer leur politique. Il a déclaré que cette action était sans précédent. Apple et Google ont retiré la plateforme de médias sociaux Parler de leur application et Amazon Web Services a fait disparaître le site en raison des violations présumées. C'est inédit. Sur la question de la grande technologie, après avoir félicité Biden pour sa présidence, 17 républicains lui ont demandé de travailler à l'application des lois antitrust contre les monopoles des big tech. Ils lui ont demandé aussi de travailler sur des sujets communs, notamment l'aide aux familles et aux entreprises pour lutter contre les coronavirus, le renforcement et la modernisation de nos infrastructures, l'application de nos lois antitrust contre les monopoles technologiques enhardis et la restauration de notre économie en difficulté à la suite de la pandémie du coronavirus. Ils en ont appelé à l'unité, disant qu'il est clair que la division partisane entre les démocrates et les républicains ne servait pas un seul Américain. Bien qu'il y ait de grandes différences idéologiques entre les deux administrations, la Maison-Blanche a fait part de son intention de maintenir la ligne dure des États-Unis à l'égard de la Chine. C'est une réponse aux récents commentaires du chef du Parti communiste chinois qui s'est exprimé au Forum économique mondial. Jen Psaki, secrétaire de la presse de la Maison-Blanche, a déclaré, je cite, « Nous partons avec une approche patiente en ce qui concerne notre relation avec la Chine. » Lors de cet événement, le dirigeant chinois Xi Jinping a appelé les pays à mettre de côté ce qu'il a appelé les préjugés idéologiques et a, je cite, « rejeté la mentalité dépassée de la guerre froide dans un effort pour lutter contre les défis mondiaux. » Mais Psaki a déclaré que les commentaires du chinois Xi ne changent rien. Elle a ajouté que l'approche de l'administration Biden sur la Chine reste ce qu'elle a été ces derniers mois, si ce n'est plus. Elle a déclaré que la Maison-Blanche cherche à faire face aux menaces de la Chine avec ses propres méthodes, expliquant qu'elle vise à, je cite, « jouer une meilleure défense ». Cela implique de tenir Pékin pour responsable des pratiques déloyales, de protéger les données américaines et de maintenir l'avance technologique des États-Unis. Voilà, croiser des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de tous ces changements, faites-le moi savoir en écrivant un petit message ci-dessous. Merci d'avoir été à l'écoute, prenez soin de vous et je vous dis à demain.